Bon, eh bien, bonjour à toutes et toutes surtout, et tous. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler des biais cognitifs et stéréotypes de genre. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter brièvement. Moi, je suis Caroline Becker, je suis chef de projet au pôle innovation managériale et accompagnement du changement, et je suis également docteur en psychologie. Et pour ma part, je suis Sarah Fly, également chef de projet en innovation managériale, dans la même équipe que Caroline à la DTPM, et spécialiste en sciences cognitives. Alors, pendant ce petit temps qu'on va passer ensemble, on va vous présenter, vous inviter à participer à des petites expériences. Donc, on vous invite à nous répondre, à participer, il ne faut pas hésiter. Voilà, ne nous laissez pas toutes seules. Et on va commencer tout de suite par vous faire travailler. Donc, je vais vous proposer de prendre quelques secondes pour lire ce petit texte. C'est bon pour tout le monde ? Ok, donc quand vous avez lu, comment est-ce que vous vous êtes représenté le narrateur, l'interne en chirurgie et le médecin ? Est-ce que le narrateur était une femme et l'interne en chirurgie et le médecin étaient des hommes ? Eh bien, si c'est le cas, votre cerveau a été victime d'un biais cognitif et plus précisément d'un stéréotype de genre. C'est-à-dire qu'il a associé des caractéristiques généralement attribuées à certains genres, ici les hommes et les femmes, de façon assez automatique. Et on va voir que ces stéréotypes sont en partie responsables des inégalités qu'on observe dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, je ne vous apprends rien si je vous dis que les hommes sont toujours mieux payés que les femmes. Donc on a vu que dans les armées, ce n'était pas le cas, mais bon, du coup, voilà, avec des doutes, mais en tout cas, à nuancer donc. Mais dans le public et dans le privé, globalement, c'est le cas. Et on observe également que plus la rémunération augmente, moins les femmes sont représentées. Donc il y a quand même des évolutions positives, puisque en 40 ans, la part des femmes parmi les cadres a doublé. Mais malgré ça, on observe qu'elles restent minoritaires dans les postes à haute responsabilité. Donc c'est ce qu'on vous propose d'explorer aujourd'hui. Donc on va explorer ensemble les liens entre ces inégalités et le fonctionnement de notre cerveau. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure de biais cognitifs, et on parle beaucoup aujourd'hui de biais, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Et pour définir ça ensemble, je vais vous poser une question assez triviale, qui est pourquoi est-ce qu'on pense tous différemment ? Ou dit autrement, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous pareil ? Ouais, on n'a pas le même cerveau, il y a une partie génétique, l'éducation, ouais, la culture, tout à fait. Donc ça, c'est lié à l'environnement, effectivement. On ne grandit pas dans le même environnement, on n'évolue pas dans le même environnement, on n'a pas tous le même patrimoine génétique. Mais néanmoins, il y a une troisième raison. Ça rentre dans l'environnement. Alors, maintenant, admettons que j'ai un clone, d'accord ? On est tout le temps ensemble, donc on a grandi dans le même environnement, on évolue dans le même environnement. Et comme c'est mon clone, on a le même patrimoine génétique. Est-ce que mon clone et moi allons penser de la même manière ? Vous vous doutez bien que si je vous pose la question, il y a un piège, c'est que non. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne va pas penser de la même manière, mon clone et moi ? Pardon ? Les connexions, c'est-à-dire ? Non, allez-y, c'est intéressant. Alors, les connexions, c'est pas tant les connexions, mais effectivement, notre cerveau, contrairement à une idée très répandue, n'a pas un potentiel illimité. On a une limitation biologique, cognitive, qui fait que notre attention est limitée et notre mémoire l'est également. Et c'est cette différence qui va entraîner des différences de pensée, entre autres. Pour illustrer Pour illustrer du coup l'attention limitée, je vais vous proposer de regarder une petite vidéo et de compter le nombre de passes que se font les joueurs habillés en blanc. D'accord ? C'est votre tâche. Comptez le nombre de passes que se font les joueurs habillés en blanc.
Alors, combien de passes avez-vous compté? Alors allez-y, 12, 13, 8. Ok. Il y a d'autres réponses ou pas? 15, ouais. Oui, c'est que les joueurs blancs qui se font la passe. Ok. Alors, la bonne réponse était 15. Pour les personnes qui ont compté 15 passes, est-ce que vous avez vu le gorille? Vous avez vu le gorille et vous avez eu la bonne réponse? Parce qu'en fait, en principe, cette expérience, ce que ça montre, c'est qu'en fait, généralement, les personnes qui comptent le nombre juste de passes ne voient pas le gorille. En revanche, les personnes qui n'ont pas le bon nombre de passes voient le gorille. Ça illustre l'idée que quand on se focalise sur une tâche, on a du mal à percevoir d'autres éléments de l'environnement. Et ça démontre finalement le fait qu'on a une attention limitée. De la même manière, si je vous demande de lire une page de roman, de refermer le livre et d'emblée de me réciter par cœur la page du roman, vous n'allez pas être en mesure de le faire. Et ça, c'est bien à cause de la limitation finalement cognitive de notre mémoire. Donc maintenant, si je reprends mon clone, je suis avec mon clone, admettons que Sarah est mon clone, on est toutes les deux en train de faire la conférence, et puis moi je vais cligner d'un œil, et puis je vais voir en face de moi quelqu'un me sourire. Je me dis, super, la conférence se passe super bien, c'est un succès. Sarah, elle va tourner la tête légèrement de l'autre côté, elle va voir quelqu'un bâiller. Elle va se dire, voilà, c'est foutu, il s'ennuie, c'est terrible. On aura exactement le même patrimoine génétique, la même expérience, le même environnement. Pour autant, la limitation cognitive va faire qu'on n'aura pas la même expérience et donc on va penser de manière différente. Et finalement, si on pouvait percevoir toutes les informations d'un environnement de façon assez instantanée, peut-être qu'on penserait davantage pareil. Sauf qu'en fait, l'ensemble des informations qu'on peut percevoir, ça ressemble à quelque chose à peu près comme ça sur la figure de gauche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour notre cerveau, toutes les informations, tous les éléments qu'on a, c'est assez automatique, donc on ne s'en rend pas compte. Mais que ça soit, par exemple, la température de la pièce, les couleurs, la lumière qui vient de la fenêtre, l'expression sur vos visages, le nombre de personnes, tout ça, c'est autant d'informations que le cerveau doit analyser. Donc on comprend assez vite que si on devait tout analyser tout le temps consciemment, ça serait assez compliqué, ça serait coûteux en temps et en énergie. Donc comme Caroline l'a dit, en fait, on n'a pas assez de ressources pour pouvoir traiter l'information de cette manière. En plus de ça, notre cerveau, il a horreur de l'incertitude. Donc quand on a des informations un peu incomplètes, partielles, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va un peu combler les vides et prédire ce qui lui semble le plus probable. Et en fait, ces actions-là, pardon, je ne parlais pas dans le micro, ces actions-là, il va pouvoir les faire grâce à des sortes de cartes mentales, donc comme on voit un peu sur la droite, qui sont des représentations du monde et qui vont l'aider à naviguer parmi toutes ces informations. Et ces cartes mentales, c'est ce qu'on appelle des heuristiques. C'est des sortes de raccourcis mentaux qui vont être intuitifs, automatiques et basés sur notre expérience et sur l'intuition. Et ces heuristiques, elles vont nous permettre de faire face à l'incertitude, d'agir vite et avec peu d'efforts. Donc par exemple, disons que je marche, je me promène à la campagne et que je vois au loin une silhouette que j'arrive pas bien à différencier. Et mon cerveau va utiliser les informations campagne, pâturage, herbe, et il va se dire, a priori, c'est plutôt une vache. Et il y a plus de chances que ça soit une vache plutôt qu'un tigre. Donc en fait, c'est le genre de prédiction que notre cerveau va faire tout le temps, en fait, à chaque fois, à partir des informations partielles qui vont lui parvenir. Donc là, je vais vous montrer quelques images, et je vais vous demander, le plus rapidement possible, de répondre à la question que je vais vous poser. Et si je vous demande, que boit la vache? Tout de suite. On a les deux réponses. Donc évidemment, ça ne marche pas à chaque fois, mais la réponse spontanée qui peut nous parvenir, c'est le lait. Donc évidemment, si on réfléchit quelques secondes, on sait tous que c'est de l'eau, et pour certaines personnes, ça ne marche pas. Mais en fait, ce qui se passe, donc pour les personnes qui tombent dans cet automatisme, c'est que notre cerveau va faire des associations à partir de certaines informations. Donc là, en l'occurrence, c'était le blanc du nuage, le bol dans lequel on boit du lait, la vache. Et c'est la première réponse, la plus probable finalement pour notre cerveau, qui va nous parvenir.
Donc en fait, là, on voit que c'est un raccourci mental que notre cerveau a pris et qui nous a mené à une erreur, à une réponse erronée. Et c'est exactement ce que sont les biais cognitifs. En fait, ce sont des distorsions du raisonnement qui vont nous amener à une réponse qui n'est pas adaptée, ou qui est erronée. Alors là, je vous montre une classification des biais qui a été faite par un chercheur, Buster Benson, qui classifie, qui reprend l'ensemble des biais qui sont connus actuellement. Donc il y a 200 biais environ. Et c'est sûrement les travaux les plus connus sur les biais cognitifs, donc vous les avez peut-être déjà vus. Et ici, ça reprend, en fait, ces biais sont classés selon les problèmes qu'ils aident à résoudre, les problèmes du point de vue de notre cerveau, qui vont être un trop-plein d'informations, le manque de sens, la nécessité d'agir vite. Donc, comme on l'a vu, là, je vous avais demandé de répondre le plus rapidement possible à la question, et c'est ce qui a fait que certaines personnes ont donné la mauvaise réponse, et ce qu'on doit garder en mémoire, donc les informations les plus importantes à mémoriser. Là, l'idée, c'est pas de retenir tous les biais cognitifs, parce qu'il y en a énormément, mais c'est justement de voir l'ampleur des biais, et donc l'ampleur des erreurs de jugement qu'on peut faire potentiellement. Donc, on entend souvent actuellement qu'on voudrait lutter contre nos biais cognitifs et complètement s'en débarrasser. Mais en fait, quand on voit ce schéma, on se rend compte assez vite à quel point c'est illusoire de penser qu'on pourrait avoir un raisonnement complètement sans biais, finalement. Alors maintenant, pour illustrer un peu les propos de Sarah, je vais vous présenter quelques biais cognitifs stars. Alors, si je vous demande lequel de ces deux chiens est le plus intelligent? Celui de gauche. Alors, spontanément, j'ai entendu la réponse de gauche. Pourtant, vous n'avez aucune information sur finalement je sais pas, des épreuves qui pourraient déterminer le QI des deux chiens, d'accord? On n'a pas d'éléments. Pour autant, il y a un chien qui est clairement plus beau que l'autre. Et en fait, c'est l'effet de halo, c'est-à-dire qu'une caractéristique va venir contaminer toute l'impression qu'on se fait d'un individu, d'un chien en l'occurrence. Et il y a beaucoup d'études en psychologie sociale qui ont montré que l'aspect physique déterminait justement l'impression qu'on pouvait se faire d'une personne. Et plus les gens apparaissaient beaux, plus on les jugeait intelligents et compétents. Donc ça, c'est l'effet de halo. Ensuite, nous avons l'effet d'ancrage. Donc voilà, je me balade dans un magasin, je vois une marinière à 80 €. Personnellement, je ne l'achète pas, je trouve ça trop cher. Je me balade dans un autre magasin et puis je vois une autre marinière, la même. Et la première information que je vois, c'est qu'elle était à 250 € et qu'elle passe à 80 €. Et je me dis, mais c'est une affaire, je ne peux pas passer à côté. Donc je l'achète, évidemment. Et donc là, j'ai été victime d'un effet d'ancrage, c'est-à-dire que pour prendre ma décision, je me suis appuyée sur la première information que j'ai vue. Et la première information que j'ai vue, c'est que c'était à 250 € et que c'est passé à 80 €. Et ensuite, là, nous avons le biais de confirmation. Alors sur ce petit sketch, vous voyez un personnage qui dit, voilà, j'ai écouté les arguments des deux camps, il est temps de faire ma propre recherche sur ce qui est vrai. Il va immédiatement sur Google et là, il clique sur le premier lien qui est d'accord avec ce qu'il croit. Et il va se dire, évidemment, je savais, j'avais raison. C'est le biais de confirmation, c'est-à-dire que pour filtrer l'information, finalement, le trop-plein d'informations, vous allez avoir tendance à chercher des informations qui viennent confirmer ce que vous croyez déjà. Alors, si je vous demande ce que vous voyez sur cette image, j'entends fille et garçon. Spontanément, c'est ce qu'on voit, une fille et un garçon. Et pour répondre à cette question, votre cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il s'est appuyé sur un stéréotype, c'est-à-dire une croyance, une opinion sur les caractéristiques physiques que doivent posséder ou possèdent en général les filles et les garçons. D'accord? Donc ici, en fait, je vais vous dire, non, c'est deux femmes. Et vous allez me dire, oui, en fait, oui, évidemment. Enfin, on n'a pas vraiment d'informations, à part la longueur des cheveux. Ou deux hommes, tout à fait. Peu importe. Le stéréotype, il a une utilité cognitive, c'est-à-dire qu'il permet de naviguer dans l'environnement social et de nous donner des informations. La particularité du stéréotype, et en particulier du stéréotype de genre par rapport aux autres biais cognitifs qu'on a vus, c'est qu'il s'accompagne de représentations socialement construites et ancrées. Okay ? Donc ici,
on a les caractéristiques physiques, mais pas seulement, viennent aussi avec une représentation des rôles et des comportements que doivent avoir ces deux personnes. Et donc c'est là toute l'ambiguïté de ce biais cognitif qui vraiment s'ancre dans la société, qui est construit à travers l'histoire, qui est véhiculé par les médias, par la littérature et dans l'éducation même. En maternelle, vous apprenez en première section de maternelle, on apprend assez rapidement à se dire si on est une fille ou un garçon. Et les filles, ça a les cheveux longs, ça a des robes. Et les garçons, ça a des cheveux courts et ça porte des pantalons. Et effectivement, donc ce que dit Caroline est confirmé par les études, puisque des études ont montré que les femmes étaient plus souvent associées à des adjectifs comme fragile, émotive, altruiste, chaleureuse, et que les hommes, eux, étaient plus souvent associés à des mots comme compétitif, égoïste, leader ou rationnel. Donc ça paraît assez caricatural, et on pourrait penser qu'en 2024, on a un petit peu dépassé ces images-là, mais en fait, non, effectivement. Et en fait, on voit que ces représentations sont tellement ancrées qu'on a une empreinte neuronale qui confirme ces stéréotypes. Donc en fait, si je vous présente une phrase qui va à l'encontre de ces stéréotypes, vous allez avoir une réaction dans votre cerveau qui montre que c'est incongruent. Donc l'étude qui avait été faite, il y avait différentes phrases, et notamment l'ingénieur a sali sa jupe. Et en fait, on a cette réaction du cerveau face à la phrase l'ingénieur a sali sa jupe, parce que pour nous, un ingénieur, c'est plutôt un homme, et donc il y a une incongruence entre le mot jupe et le mot ingénieur. Donc on voit assez bien à quel point en fait ces stéréotypes-là, ça va nous enfermer dans une certaine vision des choses. Et on comprend que c'est problématique dans le monde du travail, puisque dans ce cas-là, forcément, un ingénieur, c'est plutôt associé à un homme. Donc on peut imaginer toutes les conséquences que cette vision implicite, évidemment on ne s'en rend pas compte, mais toutes les conséquences que cette vision peut avoir. Et de la même manière, on voit bien que les mots associés aux hommes, c'est plutôt des mots qui sont favorisés dans le travail. Si on cherche un manager, par exemple, on va plutôt chercher quelqu'un de rationnel et de leader qu'une personne chaleureuse. Bien que ça pourrait aussi être une qualité intéressante. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, même si on n'adhère pas à ces biais, eh ben, on peut quand même tomber dedans. Si je reprends, par exemple, la phrase que Caroline vous avait montrée au début, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui avaient été victimes du biais, ce n'était pas le cas de tout le monde, la nounou était implicitement associée à la femme, l'interne en chirurgie aux hommes. Et on voit qu'en fait, ces représentations, c'est très dur de s'en défaire parce qu'en fait, on baigne dedans. On peut voir, par exemple, dans les séries, dans tout ce qui nous entoure, les hommes, quand on pense à un médecin, par exemple, on pense plutôt à un homme, blouse blanche, peut-être dans la 40, cinquantaine. Et pour autant, quand on regarde les chiffres, eh ben, on voit que aujourd'hui, 46% des médecins sont des femmes. Et en dessous de 60 ans, il y a en fait une majorité de médecins femmes. Et pour autant, ce n'est pas la représentation qu'on en a. Donc ça montre à quel point ces représentations-là, en fait, elles sont dures à faire bouger. Et justement, si elles sont si dures à faire bouger, c'est parce qu'en fait, c'est pas un simple biais cognitif. En fait, c'est un biais où il y a un peu plus d'enjeux parce que ça va venir véhiculer aussi, ça vient toucher à notre identité et à des valeurs qu'on a profondes. Contrairement à un autre biais qui serait purement cognitif et qui serait vraiment une simple erreur de raisonnement, là, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond finalement. Et ce qui est intéressant avec le biais de stéréotypes, c'est qu'en fait, il est généré, maintenu, entretenu par d'autres biais. Par exemple, on a un biais de mémorisation qui est la mémoire stéréotypée, c'est-à-dire qu'on va retenir plus facilement des informations stéréotypées que des informations plus nuancées. Donc le schéma homme-femme avec les qualités attribuées à chacun, finalement, on va le retenir beaucoup plus facilement qu'un schéma qui montrerait quelque chose de beaucoup moins dichotomique, beaucoup plus nuancé, beaucoup moins caricatural. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a le biais de confirmation qu'on a vu. Le biais de confirmation, finalement, il va venir chercher des informations qui viennent confirmer ce que je pense déjà. Donc, je retiens des informations stéréotypées. Ça les ancre. Et ensuite, je cherche des informations qui viennent le confirmer. Donc, vous voyez que c'est un peu un cercle vicieux et c'est compliqué d'en sortir. Par exemple, admettons que je cherche à recruter... Je suis manager, je cherche à recruter mon adjoint et je vais recevoir 2 CV, un CV d'un homme, un CV d'une femme. Ils ont des compétences équivalentes, mais dans ma tête, voilà, c'est un poste un peu compliqué. Je cherche quelqu'un qui a un gros leadership, un peu punchy. Et
mes stéréotypes implicites, ça va être plutôt un homme en fait. Et dans mon CV, je vais rechercher toutes les informations qui viennent confirmer mon stéréotype implicite. Et donc on voit que ces stéréotypes ont évidemment des conséquences. Et tout d'abord, elles vont avoir des conséquences déjà sur l'individu, et notamment sur ses performances et sur ce qu'il se sent capable de faire finalement. Donc en fait, on a un premier mécanisme qui est l'intériorisation. Donc c'est assez clair, mais finalement, à force de baigner dans un environnement qui nous dicte en quelque sorte ce qu'on est capable ou non de faire, on va avoir ces idées-là qui peuvent être intériorisées. Donc je prends l'exemple où, par exemple, on entend beaucoup que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Et à force d'entendre ça, spontanément, des femmes vont même pas essayer en fait, et elles vont s'auto-censurer et laisser l'homme faire à chaque fois. Donc ce mécanisme, finalement, ça vient de l'intérieur en fait. On a intériorisé ces idées-là. Ensuite, on a un deuxième mécanisme qui s'appelle la menace du stéréotype. Alors, la menace du stéréotype, c'est la baisse des performances d'un individu dans la peur de confirmer un stéréotype. Donc là, il y a une étude qui avait été faite. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet, mais en fait, dans cette étude, on avait un groupe où c'était des femmes asiatiques et un deuxième groupe contrôle. On leur a fait passer à tous un test de mathématiques, donc exactement le même test, sauf qu'une fois, on disait, dans un premier cas, on disait aux femmes asiatiques donc, que les femmes étaient moins bonnes en maths. Dans l'autre cas, on disait que les asiatiques étaient meilleurs en maths. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois, le stéréotype a été confirmé. Donc, dans un premier cas, ces mêmes femmes asiatiques étaient meilleures, et dans l'autre cas, elles étaient moins bonnes, directement liées en fait au stéréotype qu'on avait activé avant la tâche. Donc là, ça montre en fait la force du stéréotype et l'impact que ça a sur nous quand on y est confronté. Alors, dans le monde du travail, qu'est-ce que ça donne ? On a une étude de 2010 qui a été réalisée sur des étudiants en droit, sur les stéréotypes de genre. Et ces étudiants en droit, ils associaient les hommes à la carrière et les femmes au rôle de femmes au foyer. Et donc les chercheurs en ont conclu que peut-être que la faible proportion de femmes qui était constatée dans les métiers de pouvoir, dans les métiers juridiques, elle était liée finalement à cette intériorisation du stéréotype. Et donc là, on voit bien qu'on retombe sur les chiffres qu'on vous a présentés au début, et le lien entre les stéréotypes de genre et les inégalités dans le monde du travail. Une autre étude assez intéressante qui a été réalisée dans le monde militaire cette fois. Donc il y a des chercheurs qui ont analysé 80 000 revues de performance sur des leaders militaires, hommes et femmes. Ces revues de performance, elles étaient composées pour une part d'une notation objective chiffrée réalisée sur des épreuves, et pour d'autre part d'une notation plus qualitative, des commentaires qualitatifs quant aux qualités des différents leaders. Il n'y avait pas de différence de performance sur la partie objective. Aucune différence statistique entre les performances des hommes et des femmes. En revanche, sur les commentaires, il y avait des différences. Quelles étaient-elles ? Alors, déjà, c'était plus de commentaires négatifs attribués aux femmes qu'aux hommes. Ensuite, en termes de fréquence, on avait, alors pour les commentaires négatifs, les femmes étaient plus souvent associées à ineptes et les hommes étaient plus souvent associés à arrogants. Donc déjà, on voit un peu la différence de ce que ça véhicule. Pour les commentaires positifs, les femmes, elles étaient associées à compatissantes et les hommes étaient associés au terme analytique. Et donc là, on voit les préjugés, les stéréotypes qui sont là, qui sont ancrés. Et finalement, sur les termes négatifs, inepte, c'est quand même l'équivalent de sotte. D'accord ? Arrogant, c'est un peu différent dans le monde du travail. C'est pas perçu de la même manière en termes de commentaires négatifs. Sur le positif, on retombe sur les stéréotypes qu'avait présenté Sarah. C'est-à-dire que positif, c'est sympa, elle est compatissante. Lui, il est analytique. Dans le monde du travail, c'est pareil. Même si on tend davantage à valoriser l'humain, les émotions, les qualités émotionnelles, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est toujours l'analyse qui prime. Et donc ça, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que finalement, c'est compliqué aujourd'hui pour des femmes leaders d'être prises au sérieux dans leur rôle de leader. Et donc, une fois qu'on a dit ça,
on est un peu déprimé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour lutter contre ces stéréotypes? Donc on vous l'a dit, c'est compliqué, voire illusoire, de complètement les éradiquer. Il y a d'ailleurs un paradoxe qui fait que plus on essaye de maîtriser un biais cognitif, finalement, on tombe dans l'illusion de maîtrise et on finit par tomber dedans. Donc inutile de vouloir les éradiquer complètement. Pour autant, il y a des choses qu'on peut faire pour limiter leurs effets, pour limiter nos automatismes. Et déjà, rien que d'assister à cette conférence, de comprendre le fonctionnement de notre cerveau, de comprendre les mécanismes qui sont derrière ces biais, eh bien, ça nous permet de pouvoir finalement les comprendre et les maîtriser un peu plus. Le savoir, c'est le pouvoir, j'ai envie de dire. Ce qu'on peut faire, c'est réfléchir en détective plutôt qu'en avocat. Et là, on est dans le biais de confirmation. C'est-à-dire que plutôt que de chercher tous les arguments qui vont démontrer que j'ai raison, je vais essayer de voir ceux qui démontreraient que j'ai tort. Je vais essayer d'enquêter, vraiment. Donc là, je vais quand même limiter mon biais de confirmation. Une autre chose que je peux faire, c'est me méfier des algorithmes. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous faites une recherche aujourd'hui sur Google, derrière, vous avez plein de pubs qui vont être liées à ce que vous venez de rechercher. Ça va aussi contaminer vos réseaux sociaux. Et en fait, finalement, vous allez finir par vivre en vase clos et penser que tout le monde autour de vous pense comme vous. Et donc ça, il faut vraiment être au courant de cet effet pour pouvoir s'en méfier. Et pour contrer ça, c'est important aussi de développer le contact social et d'aller voir les groupes vers lesquels on a des stéréotypes finalement. Et on retombe un peu sur ce qui a été dit à la table ronde, c'est que finalement, plutôt que de partir du principe non, elle a des enfants, elle ne voudra pas faire ça. En fait, demandez, questionnez-vous, demandez à la personne, individualisez les gens, ne tombez pas dans les stéréotypes, posez-vous des questions. Et pour terminer, d'autres pistes de ce qu'on peut faire pour essayer de limiter les conséquences de ces stéréotypes. Alors généralement, la simple exposition à des modèles augmente les performances, l'estime de soi et la motivation. Donc en fait, essayer de faire la promotion de certains modèles, des exemples de femmes qui ont réussi à atteindre des postes hiérarchiques élevés, en fait, ça aide. Ça tire vers le haut, en quelque sorte, ça montre que c'est possible. Et donc, pour celles et ceux qui étaient là ce matin à l'interview croisée, c'était exactement ça. Donc, peut-être que ça vous a motivé et inspiré. Ensuite, les managers ont vraiment leur rôle à jouer. Tout d'abord, en valorisant les compétences individuelles des personnes de votre équipe, vous allez pouvoir lutter contre l'autocensure. Puisque si la personne est valorisée, elle va se sentir plus capable de réaliser des choses et elle va moins intérioriser et se censurer pour certaines actions. Ensuite, en individualisant vraiment la personne, ça va l'extraire en quelque sorte de ce groupe stéréotypé. Donc la personne, si vous lui dites qu'elle est très douée par exemple dans l'organisation ou pour gérer certaines tâches, elle va plus s'associer autant, en tout cas, au groupe des femmes, par exemple, qui sont nulles pour telle ou telle chose, mais va plutôt se dire moi, je suis douée pour ça. Et donc là, on va voir que ça va lutter contre la menace du stéréotype dont j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, donc c'est peut-être un peu plus évident, mais si vous êtes amené à mener des entretiens, simplement avoir des critères d'évaluation précis, prévus en amont, objectifs, va permettre de limiter les biais, puisqu'on a vu qu'on pouvait être sujet à énormément de biais cognitifs. Et bien là, ça va limiter finalement cet aspect-là, en ayant des critères tout simplement objectifs et prévus. Il est même pour tous. Voilà, donc c'était quelques pistes qu'on peut déjà tous mettre en place au travail. Et voilà, donc à travers cette conférence, on vous a montré les liens entre le fonctionnement de notre cerveau et ces stéréotypes et comment est-ce qu'ils sont maintenus par notre fonctionnement cognitif. Donc on a vu que les représentations étaient assez difficiles à faire bouger, mais la bonne nouvelle, c'est quand même en étant au courant de tout ça, on peut essayer d'éduquer notre cerveau et de limiter au maximum les stéréotypes. Merci.